Nous allons continuer maintenant avec la Guinée. Alpha Condé en route pour un troisième mandat. Le parti au pouvoir en Guinée, le RPG Arc-en-Ciel, a organisé son congrès, sa convention nationale qui s'achève ce jeudi même. Cette convention intervient un peu plus de 2 mois de la date proposée par la commission électorale pour organiser le scrutin présidentiel. Selon plusieurs observateurs, cette convention devrait être une simple formalité pour le président Condé en vue de briguer un troisième mandat. Et ce qu'on a vu, Thierry, au cours de la convention, c'est que tous les cadres du parti ont appelé le président Alpha Condé à porter à nouveau les flambeaux du parti pour un troisième mandat. Mais vous voulez qu'il en soit comment? Mais c'est le président fondateur. Vous voulez que le choix soit porté sur qui finalement? Ils vous diront que il est à même ou bien il est habilité. Je ne sais pas. Mais Alpha Condé, je crois que c'est une déception. C'est une déception. Si ça n'est ainsi, je dirais qu'il ne faut plus parler d'élections en Afrique. En tout cas, dans les pays francophones du continent. Sinon, Alpha Condé, c'est un échec, c'est une déception. Maintenant, je comprends le zèle dont il a fait usage dans la crise togolaise, alors que il y a un pan de la population qui parlait d'alternance, qui ne voulait pas voir l'actuel chef de l'État se représenter en 2020. Et finalement, on a vu comment la médiation s'est terminée avec à la clé les multiples erreurs de l'opposition togolaise. Voilà Alpha Condé, ce pourquoi on l'avait sollicité pour le Togo, il est en train de rééditer et la même chose chez lui. Et pour ça, il a versé beaucoup de sang. Quelqu'un qui n'est même pas en mesure de garantir l'électricité à son village natal. Vous avez vu à l'époque, les populations de son village natal ont manifesté et il a fait appel aux militaires pour les mater. Quelqu'un qui vient de finir 10 ans au pouvoir, qui n'a pas forcément contribué à la reconstruction, au développement de la Guinée, parce que sous Alpha Condé, moi je ne vois rien d'aussi beau, d'aussi... je ne sais pas, il n'a pas construit véritablement, il n'a pas travaillé à la construction, au développement de ce pays. Voilà ce monsieur qui sollicite un troisième mandat, qui parle de troisième, parlera de quatrième, à moins que Dieu décide autrement de son sort. Donc, non. Et Alpha Condé, à mon sens, aujourd'hui, il est pris en otage par la junte militaire qui a toujours régné dans ce pays. Vous savez qu'il y a une affaire de 23 septembre. Oui, le 28 septembre. Voilà, du 28 septembre avec tout le massacre, là, le 109 morts. Voilà. Et que on voulait que ces militaires, ou en tout cas ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là, soient jugés. Et pendant 10 ans qu'il est là, comme on le voit chez nous au Togo, il n'a fait que la promotion de ces personnes qui étaient énormément citées dans cette tuerie-là. Donc, je me dis que peut-être c'est sur conseil de cette junte-là, de ces militaires-là, qu'il a fait tout ce qu'il a fait avec une constitution modifiée, avec tout le problème qu'on en sait, parce qu'aujourd'hui, les Guinéens ne se retrouvent pas, ils ne savent pas véritablement de quelle constitution ils disposent, puisque ce qui a été voté par référendum, malgré eux, à la sortie, c'est pas la même chose qui est promulgué. Voilà, donc il y a un problème. Donc le professeur Alpha Condé, je crois que c'est une personnalité. Nous, quand on était encore petits, c'est des gens, on entendait parler tout ça là. Voilà, il est arrivé au pouvoir. Je ne sais pas si c'est une malédiction quand on arrive au pouvoir et que le temps arrive pour le quitter, c'est tout un problème. Non, c'est pas un bon exemple, c'est pas une bonne fréquentation. Marc,
est-ce quand même la faute à Alpha Condé si, au niveau de son parti, il fait l'unanimité? L'unanimité arrangée. Est-ce qu'il aurait pu en être autrement? Je pense que les structures de pouvoir dans nos pays d'Afrique francophone ne sont pas favorables à l'alternance. Dans la mesure où il y a une certaine gabegie qui s'installe autour du président. Une fois qu'il est là, il y a un certain nombre de violations de droits, au-delà de ces violations de droits, de corruption, de crimes économiques qui se font. Et donc, tous ceux qui se rendent coupables de ces différents crimes que je viens de citer ont une certaine puissance financière. Et avec cette puissance financière-là, ils font tout pour maintenir le président ou celui qui tient au pouvoir ad vitam. Et quand il vient à décéder, on le trouve un parfait pantin qui est prêt à reprendre le même rôle. Parce que c'est ce que j'observe dans un certain nombre de pays. Vous savez, le Togo a été pour moi le ballon d'essai d'un certain nombre de présidents de la sous-région pour savoir s'ils pouvaient, oui ou non, tenter un troisième mandat, puisque nous, on en était à un quatrième. Et puisque la pilule est plutôt facilement passée au Togo, vous avez vu en Côte d'Ivoire, il y a Alassane Ouattara qui a des velléités aujourd'hui, même on annonce un nombre de manifestations dans Abidjan. Et c'est aussi ce qui se passe avec Alpha Condé. Dès les velléités de modification de la Constitution, moi j'avais compris que contre vents et marées, Alpha Condé allait être candidat et allait obtenir en réalité un troisième mandat. Pour des raisons simples. Le problème guinéen est aussi avant tout profondément ethnique. Oui. Il y a les Malinqués et les Peuls. Les Malinqués qui sont majoritaires, mais qui accusent les Peuls de détenir l'économie. Et donc, je ne vois pas les Malinqués aujourd'hui remettre le pouvoir ou en tout cas aller voter massivement pour l'UFDG, qui est plutôt un parti pro-Peul. Et donc, la véritable opposition aussi de Condé, c'est ça. Il n'y a pas eu assez de frustration, assez de ressentiment au sein de son propre camp pour créer de l'adversité. C'est vrai que... C'est justement ce que je disais. Il y a aucun désaccord dans le parti. Oui, bien Condé fait l'unanimité. Il ne peut pas y avoir désaccord parce que tout le monde mange. Et à chaque fois, c'est ça aussi la véritable question. Parce que tout le monde mange. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se plaignent quand vous allez en Guinée aujourd'hui. Les routes, c'est un luxe. L'électricité, c'est un luxe. L'eau, c'est un luxe. Mais il y a quand même une cosmétique. Il y a quand même une cosmétique dans le pays qui fait croire à un certain nombre de personnes que le pays a quitté un point A vers un point B. Et je pense que c'est sur ça que le professeur Condé, parce que au sein déjà de la majorité présidentielle, parce qu'il y a le RPG qui vient de finir sa convention, qui est en train de la finir aujourd'hui. Mais avant le RPG, il y a la majorité présidentielle qui regroupe plusieurs autres partis plutôt proches pro-Malinqué, qui soutiennent Alpha Condé, donc qui forment cette majorité présidentielle, qui ont été en convention et qui ont désigné Alpha Condé. Et donc, je ne vois pas si c'est pour dire votre quartier vous désigne chef, ce n'est pas dans votre maison qu'on vous dira que vous n'êtes pas apte à devenir chef. Et donc, je pense que le processus est déjà huilé. Il y a eu, à mon avis, une opposition désorganisée qui ne sait pas aussi vraiment comment s'y prendre pour combattre Condé. Dans les systèmes francophones, il faut plutôt combattre de l'intérieur. Vous avez vu cette opposition-là qui aujourd'hui ouvre une bataille judiciaire, plutôt en France, qui est plutôt, à mon avis, favorable au régime à cause des intérêts, justement, d'un certain nombre d'entreprises françaises au sein de la Guinée aujourd'hui. Et donc, tous les ingrédients sont à moins d'un cataclysme, tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour que, sans anicroche, Alpha Condé puisse décrocher un nouveau mandat. En même temps, Thierry, lorsqu'on pose le débat d'un troisième mandat et qu'on rapporte cela à la démocratie,
c'est au peuple guinéen de départager finalement. Si Alpha Condé se présente, ça ne veut pas dire qu'Alpha Condé gagne. Non, mais vous savez aussi comment les élections s'organisent. Vous avez déjà vu un président africain francophone organiser une élection et les perdre? Voilà, vous savez aussi comment ça s'organise chez nous. Donc, ça dit que... Et c'est pour cela que je disais que Alpha Condé est un échec. Parce que il y a encore quelques années, quand il était dans l'opposition, on voyait les discours qu'il tenait. On se croirait, ou bien on croyait plutôt qu'il est un démocrate. Voilà qu'il est arrivé au pouvoir et il fait pire que ses prédécesseurs. Donc, c'est pour cela que je me dis, est-ce qu'il faut encore aller aux élections, en tout cas dans les pays francophones de l'Afrique? Parce que ça pose un véritable problème. C'est vrai, Marc le disait tantôt que devant lui, il n'y a pas une opposition organisée assez forte. Mais est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir une opposition mieux structurée, mieux organisée, assez forte, avant d'ancrer ça dans sa tête, comme quoi je finis mes 2 mandats et je laisse la place, soit à un dauphin de mon parti, soit permettre à d'autres de venir et de continuer. Mais même Dieu, et vous m'excusez, et Samuel, Dieu n'a pas fait seul l'œuvre. Dieu a pris 6 jours ou 7 jours pour mettre en place tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais à un moment donné, il a passé la main à l'homme. Et aujourd'hui, c'est nous qui continuons. Ou bien, je me trompe. Mais pourquoi ces présidents-là ne veulent pas quitter le pays? Et puis, il y a déjà une affaire qui va le rattraper incessamment. Cette affaire de corruption, de mine, dans laquelle est impliqué l'un de ses fils. Oui, l'effet de bien mal acquis. Il y a eu des plaintes au niveau de la France. Voilà. Donc, il faudrait que Alpha Condé, je ne veux pas le voir finir comme Omar Béchir. Vous voyez tout ce que, comment ça se passe au Soudan, et il a jusqu'à 150 avocats pour sa cause. Est-ce qu'on a besoin de tout ça là? S'il avait bien fait, s'il avait quitté au moment où il fallait quitter, je ne crois pas que ça arriverait. Et puis, je ne comprends pas les conseils que les chefs d'État africains, en tout cas au niveau de la sous-région, les conseils qu'ils se donnent ou ce qu'ils se disent entre eux. Quelqu'un qui a passé 10 ans, qui n'est pas en mesure de garantir l'électricité dans son village, mais il va faire quoi après 10 ans? Non, soyons sérieux. Marc l'a dit, les questions de route, d'infrastructures sanitaires et autres, en Guinée, à Conakry, c'est une question de luxe. Conakry même est une ville poubelle aujourd'hui. Donc, c'est quoi il veut? Non, c'est trop. Et tout ça là aussi, il faut voir, Marc l'a effleuré, il faut voir la France. Parce que Alpha Condé, vous avez vu le rôle qu'il a joué dans la crise togolaise, vous avez vu ses agitations quand il était à la tête de l'UA. Donc, non, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Moi, je pense que la France et tous les autres partenaires ont leur avis. Mais comme vous dites, ça a commencé avec la Chine. La Chine. Oui, la Chine, les États-Unis, mais c'est pas eux qui vont dans les isoloirs avec les élections. Mais malheureusement, les votes. Malheureusement, les votes, on sait comment ça commence et on sait comment ça finit. C'est ça aussi, c'est-à-dire c'est la qualité même des électeurs africains ou des électeurs guinéens qui peut permettre ça. Et somme toute, il faut à un moment donné reconnaître que ce sont ces électeurs-là qui vont souverainement porter leur voix sur Alpha Condé. S'ils ne le veulent pas, qu'ils fassent un autre choix. Vous savez, Marc, vous savez que les élections, c'est une question d'argent. Est-ce que, et au niveau de l'opposition guinéenne, il y a des gens suffisamment riches ou du moins qui ont des soutiens puissants financièrement parlant pour leur permettre d'arriver au pouvoir? Vous prenez le cas chez nous. Les gens qui n'arrivent même pas à compiler les résultats des urnes. C'est parce que tout simplement, ils ne sont pas financièrement... Le cas guinéen est différent parce que... Différent comment? En face,
il y a des politiques qui sont puissants financièrement. Quand vous mais comment, s'ils sont véritablement puissamment et financièrement puissants, comment vous expliquez quand Cellou Dalein Diallo, il était arrivé en première position. En 2010. Il a perdu simplement. Il a perdu comment? Les urnes, la voix des électeurs. Allez-y comprendre ce qui s'est passé. L'autre avait 18%, et puis le second tour. Personne n'a jamais compris. Personne n'est jamais arrivé à expliquer ce qui s'est véritablement passé pour que Alpha Condé puisse passer. À chaque fois qu'un Peul passe au second tour des élections, il y a une coalition anti-Peul, en quelque sorte. C'est un peu comme en France, une coalition anti-FN. Donc, il y a une coalition anti-Peul qui se forme. Et je pense qu'on peut parler de tout, mais cette coalition anti-Peul a également joué son rôle dans cet échec-là de Cellou Dalein Diallo. Et je pense que ça continue, parce qu'on a vu lors des manifestations contre le 3e mandat, et contrairement à d'autres pays que je ne vais pas citer, où on a vu des manifestations monter de toutes pièces, vous avez vu des Guinéens qui étaient sortis dans la rue spontanément pour défendre Alpha Condé, pour défendre le fait qu'Alpha Condé puisse reprendre un 3e mandat. Et ma foi, ils étaient nombreux aussi. Et donc, à mon niveau, il y a un débat de société en Guinée qu'il faut faire sur la pertinence ou non. Même si moi je suis contre un 3e mandat, si le peuple guinéen qui est souverain choisit de donner un 3e mandat à Alpha Condé, nous ne pourrons que constater en réalité ce choix. Mais il faudrait encore que le jeu soit équilibré, le jeu soit juste. Parce que Alpha Condé, et à cette allure, l'opposition n'a pas encore dit son dernier mot. Je ne sais pas si... Elle avait annoncé une manifestation aujourd'hui. Oui, reportée. Et non seulement ça, après parce qu'une fois qu'il accepte, parce qu'on attend, Alpha Condé ne s'est pas encore prononcé. Et comme la formule consacrée, il va nous dire après multiples réflexions et tout, il accepte humblement. En toute humilité, le choix de son parti porté sur sa personne, et qu'il va défendre valablement les couleurs du parti. Donc, on attend, dans quelques heures, il va se prononcer et on va voir la suite que va donner l'opposition. Reste à savoir encore si cette opposition-là restera en l'état, soudée, jusqu'au dernier moment. Parce que c'est ça aussi la faiblesse de l'opposition. On se demande des fois, est-ce que l'opposition, en arrivant au pouvoir, ou du moins en voulant conquérir le pouvoir, a une véritable vision, a un véritable projet pour le pays en question. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est des aventuriers qui débarquent. La preuve, Alpha Condé a passé 10 ans sans pratiquement rien faire. Le pays était constamment en crise. La Guinée est un pays exemplaire. On ne peut pas dire que Alpha Condé n'a pratiquement rien fait. Il a quand même hérité d'un pays qui sortait de dictature, de longues années de dictature. On a vu la transition sanglante du capitaine Dadis Camara. Et donc, reconstruire le tissu social, même reconstruire la paix en Guinée était un enjeu de taille. Et donc, à mon avis, mais il a passé 10 années. Il a passé 10 années. On peut pas dire tout de go qu'Alpha Condé n'a rien fait. Mais je pense qu'il a un certain nombre de beaux chantiers qu'il a entamés, certains qu'il n'a pas pu terminer. Mais aujourd'hui, la Guinée est un pays relativement en paix. Au-delà de quelques crises sociales qu'il y a ci et là, la Guinée n'a pas connu, par exemple, les affres que connaissent aujourd'hui le Mali, le Burkina, en termes, alors que leur proximité est avérée. Et donc, c'est dire quand même qu'il y a un travail. Maintenant, on peut... Non, là, c'est parce qu'il a le soutien de l'armée. Que sur le plan économique, ce travail est insuffisant. Mais dans d'autres pays, en Guinée, par exemple, au Burkina Faso, Marc Kaboré a le soutien de l'armée, mais pourtant, il ne s'en sort pas avec les groupes comme Boko Haram. Et être un pays dans la sous-région ouest africaine aujourd'hui, avant de penser défi économique, il faut penser défi terrorisme, défi sécuritaire, défi djihadiste. Et donc, à mon avis, le seul fait que la Guinée, pour le moment, soit à l'abri de tout ça, doit être mis sur le crédit
d'Alpha Condé. La paix et la sécurité avant tout, comme le chanteur. Quelqu'un d'autre serait arrivé au pouvoir, il va incarner ces questions de sécurité, de djihadisme. Il trouvera la formule. Aujourd'hui, il y a de nouveaux présidents au Mali, mais la question n'est pas pour autant réglée. Donc, vous comprenez que c'est pas la personnalité du président qui garantit forcément la sécurité ou qui épargne oui, là, il faut se demander le rôle que jouait le Mali comparé pour ces djihadistes-là. C'est là le débat. Quelqu'un d'autre serait arrivé en Guinée. À mon avis, il y a un facteur paix-stabilité important à mettre. Qui vous dit que les autres n'incarnent pas cette vertu-là, il y a aussi l'opposition qui, il faut le dire, réunie au sein du Front National pour la défense de la Constitution, qui se mobilise contre l'éventualité justement de ce troisième mandat. Est-ce que cette opposition ne peut pas faire la même chose qu'avait faite l'opposition sénégalaise en 2012? Maître Wade a voulu un troisième mandat. Au lieu d'aller dans la rue pour dire non au troisième mandat, l'opposition s'est organisée et l'a battu. Oui, bien évidemment. Mais le problème en Guinée, c'est justement ça. Les tensions ethniques ne sont pas aussi fortes. Il n'y en a même quasiment pas au Sénégal, comme en Guinée, par exemple. La question au sein de l'opposition, c'est qui on met en tête pour battre Condé. Et tout le monde sait aujourd'hui que la personne la mieux positionnée au regard de toutes les élections, c'est l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Mais malgré qu'il soit opposant, il y a des opposants qui sont prêts à tout sauf Cellou Dalein Diallo. Et donc, à un moment donné, ils oublient le pouvoir incarné par Alpha Condé à combattre et se concentrent sur qui doit accéder ou qui ne doit pas. Sinon, c'est vrai que l'exemple sénégalais est un bel exemple. On aurait pu faire ça. Et ça aurait été encore intéressant si, comme dans le cas de Watt, il y a d'anciens collaborateurs qui partent pour l'opposition. Oui. Et je pense que le président qui n'arrive pas à être décollé rapidement du pouvoir, c'est quand même de réussir cette union sacrée autour de leur personne. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des crises, à chaque fois qu'il y a des mouvements susceptibles de déranger le régime, le cercle fermé autour d'eux ne s'effrite pas. On assiste plutôt à un resserrement des rangs entre ces différents partisans-là pour faire face à l'adversaire. Et c'est ce que moi j'observe en tout cas dans le cas de la Guinée. Si c'est qu'il y avait un certain nombre de cadres d'Alpha Condé qui partaient pour l'opposition ou qui rejoignaient l'opposition, ça aurait été intéressant. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que l'opposition, surtout avec ses querelles intestines, et puis les différences d'approche, parce que certains pensent effectivement qu'il faut aller à ces élections-là, qu'il faut battre Condé dans les urnes. Ils ne sont malheureusement pas majoritaires. D'autres pensent que ce sont par des procédures juridiques qu'ils ont enclenchées même aujourd'hui en France, qui pourraient éloigner Alpha Condé. Je pense que cette différence d'approche aussi ne permettent pas une efficacité de leur action. Tout ça aussi, c'est un peu la faute à l'opposition, parce que si elle n'avait pas boycotté les législatives dernières, où elle avait déversé des milliers de personnes dans les rues, Condé n'aurait pas eu la main libre finalement pour retoucher la Constitution. Non, mais écoutez, les conditions dans lesquelles les législatives étaient organisées n'étaient pas aussi favorables pour l'opposition pour prendre part. C'est là où nos organisations, des fois, sont complices des régimes en place. Ils étaient d'accord que le fichier électoral était corrompu. Ils ont même quitté et ils ont menacé le régime de Condé de revoir le fichier. Ils auraient pu aller plus loin en obtenant un report conséquent des élections et exiger la participation de l'opposition. Les messieurs ou la communauté, la CEDEAO et la francophonie et l'Union africaine, ils se sont juste contentés à obtenir un fichier, je dirais, comme ça a été le cas au Togo en 2013, un fichier consensuel. Donc, quand c'est comme ça et que vous êtes
partie prenante d'une compétition et qu'au même moment, vous n'êtes pas positionné dans les différents organes de décision concernant la compétition, vous voyez en même temps que vos chances de réussir sont limitées. Donc, la façon dont ça s'est passé, c'est un peu comme chez nous en 2018, seulement que les nôtres, eux, il y avait eu une brèche, ils n'ont pas su saisir cela à temps. Et le pouvoir a précipité les choses et on connaît ce que on connaît. Donc, en Guinée, vu la façon dont les choses se sont passées, la communauté internationale, si c'est que elle était vraiment disposée à arranger les choses, on allait repousser les choses et permettre à l'opposition de participer. Parce que l'opposition n'était pas partie prenante du début du processus, pour que, alors que le truc est arrivé à échéance, qu'on leur demande s'ils s'engageaient dedans, ils n'allaient voir que du feu. Donc, l'opposition avait raison de ne pas participer. Maintenant, c'est ça aussi le piège. Les conditions dans lesquelles les législatives ont été organisées ne seront pas aussi trop différentes de la présidentielle. Mais malheureusement, connaissant les oppositions africaines, vous allez voir, dans peu de temps, il suffit que Alpha Condé se positionne, ils vont se déchirer. Entre eux, les coups vont aller dans tous les sens et vous allez voir des gens qui vont dire que leur parti, ils sont des partis souverains, et leur parti les a investis. Quand c'est comme ça, ils tracent un nouveau boulevard pour Condé pour un troisième mandat. Quasi certain Condé sera candidat à un troisième mandat. Forcément. Aujourd'hui, je pense que tous les éléments sont réunis. Et moi, je vais même plus loin. Il sera non seulement candidat, mais il sera élu pour un troisième mandat. Parce que tous les ingrédients aujourd'hui pour un passage facile sont réunis. Aujourd'hui, on sait que la majorité a déjà désigné Condé. Le RPG va le faire aussi incessamment. Et donc, toute cette machine politique en branle, ça sera facile. Il y a un facteur opposition qui n'a pas encore dit son dernier mot non plus. Oui, mais l'opposition, ils vont y aller en rang dispersé, ils y seront. Ils y seront, on verra quand même. Ils vont battre campagne, ils vont peut-être, je ne sais pas, arriver à glaner entre 30 à 40% du suffrage exprimé à ces élections-là, mais avec peut-être un score dans l'ordre de... Je suis même persuadé que Condé pourrait passer un premier tour. Nous allons passer maintenant à la pause, la grande pause, et on revient après le journal pour continuer.